Déjà, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Comme on vous l'a noté dans l'invitation, la CGT souhaite réagir publiquement sur le départ de Frédéric Roblot. Frédéric qui défendait depuis plus de 10 ans maintenant la protection de la santé et les conditions de travail des salariés dans son entreprise. Tel était le sens de son engagement à la CGT. Donc, inlassablement, dans le respect de ses interlocuteurs, Frédéric honorait son mandat d'élu par et pour les salariés. Il va vous être démontré tout à l'heure, à travers les différentes procédures qu'ont dû déposer les instances représentatives du personnel, combien la direction du PSA, malgré ce qu'elle dit, pratique le monologue social au mépris des salariés et des élus du personnel. Il va aussi vous être démontré et exposé combien la direction du PSA, vagin, attentiste, quand il s'agit de traiter les questions de la souffrance au travail de ses salariés, et a été prompte à déployer son arsenal disciplinaire pour sanctionner nos 3 élus CGT. Frédéric, dans le cadre de ses missions d'élu, avait alerté les services de l'État et la justice. Il n'est pas admissible qu'un salarié, syndicaliste, représentant du personnel, perde la vie pour avoir défendu les salariés de son entreprise. Il n'est pas tolérable, alors que le cadre juridique existant est censé protéger les représentants du personnel, que de telles pratiques de ce qu'ils appellent partout des ressources humaines perdurent. Il faut que l'impunité patronale en la matière cesse. Les entreprises ne doivent plus être des zones de non-droit. Il y a trop d'endroits où les entreprises sont des zones de non-droit. Il faut que ça s'arrête. Pour cela, il faut que la justice prenne au sérieux les alertes des représentants du personnel et des services de l'inspection du travail, qui sont presque toujours classés sans suite. Presque toujours classés sans suite. Pour cela, il faut que le droit pénal du travail soit mobilisé dans la protection des élus. La CGT, toute la CGT est aux côtés des proches de Frédéric Roblot et s'associera à toutes les actions de justice qui seront engagées. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à mes camarades du PSA. Donc, notre camarade Frédéric Roblot, représentant du personnel depuis plus de 10 ans, s'est suicidé lundi 19 octobre 2020 en mettant en cause directement la direction du PSA. Frédéric Roblot était secrétaire de l'ancien comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Il était secrétaire au comité social et économique. Il était secrétaire adjoint au comité social et économique central et délégué syndical CGT. Contrairement à ce qu'affirme la direction dans son communiqué, il n'y a aucune insinuation infondée. Nous nous basons sur des faits, des preuves que nous fournirons aux enquêteurs pour faire la lumière sur cette affaire. Entre septembre 2019 et juillet 2020, plus d'une quinzaine d'alertes ont été remontées par la CGT à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise. Ces alertes concernaient son mal-être, le respect de son équilibre vie privée-vie professionnelle, le harcèlement discriminatoire ressenti par les élus CGT, la stigmatisation des élus CGT, et plus généralement, la dégradation importante du dialogue social chez UPSA et les manquements de l'employeur en matière de prévention de la santé mentale des salariés. Les destinataires de ces alertes, qui sont restés lettres mortes, ont tour à tour été le directeur industriel du site d'Agen, la directrice des ressources humaines d'Agen, le PDG du groupe au siège social de Paris et le directeur des affaires sociales du groupe. Cette situation s'inscrit dans un contexte où ces 3 dernières années, afin de faire respecter leur mission, les élus, et pas seulement CGT, ont été contraints de saisir les tribunaux à plusieurs reprises en déposant notamment 3 plaintes pour entrave au fonctionnement des instances pour un total d'une 40aine d'entraves. Ces plaintes étaient au comité d'établissement, au CHSCT et dernièrement au CSE. Entre 2014 et 2019, plusieurs acteurs extérieurs ont consigné l'absence de politique de prévention de la santé mentale des salariés, à savoir 3 cabinets d'expertise et l'inspection du travail.
Malgré ces rappels, rien de concret en termes d'évaluation de la souffrance au travail n'a été effectué alors que le Code du travail oblige les employeurs depuis 2001. Pire, la seule réponse de la direction à Genèse a été de sanctionner 3 élus CGT en l'espace de 2 mois, ces mêmes élus qui œuvrent pour le bien-être des salariés. La situation s'est dégradée en mars, dès le début de la crise sanitaire. En effet, alors que les élus alertaient la direction sur l'insuffisance des mesures de protection, la direction leur a caché la survenance du premier cas de Covid-19 positif de l'entreprise. À ce climat déjà délétère s'ajoute un contexte économique éminemment anxiogène. Une situation dégradée des baisses constantes des volumes de production, un projet industriel non défini depuis le rachat par le nouvel actionnaire Taisho, et 3 annonces gouvernementales successives qui impacteront certainement l'activité du PSA. Il y a l'inscription du dafalgan-codéine au répertoire des médicaments génériques, la baisse du prix du paracétamol et la remise derrière le comptoir des pharmacies des produits en libre service. Les manœuvres menées par la direction UPSA contre les élus CGT rappellent malheureusement des schémas déjà bien connus d'affaiblissement des instances représentatives avant des annonces de suppression d'emplois. Rappelons également que l'engagement de maintien de l'emploi pris par Taisho, d'une durée de 36 mois, prendra fin courant 2022 et que cela coïncide étrangement avec la fin du moratoire concernant la baisse du prix du paracétamol. Après cette date, que va-t-il se passer? Nous condamnons fermement ce qui nous semble être une stratégie construite par la direction UPSA contre les élus. Et nous sommes horrifiés de constater que ce mode de fonctionnement perdure encore aujourd'hui. En effet, suite au suicide de Frédéric, aucun accompagnement spécifique n'a été proposé aux élus CGT, laissant les élus livrés à eux-mêmes. Aucun message de soutien ou de condoléances de la direction à l'attention des élus CGT. Une accélération de la violence mentale lors de la désignation du nouveau secrétaire, qui a démissionné de son poste à peine 15 minutes après avoir été élu. Et le lendemain, la démission d'un autre élu titulaire, motivé par un sentiment de mal-être. Force est de constater que, depuis 1 an, le ton de la direction se durcit et que des mesures sont prises, non plus seulement à l'encontre du syndicat en tant qu'organisation, mais à l'encontre des personnes élues en usant de procédés douteux. C'est ce qui a conduit au geste ultime de notre collègue. Face à ce tragique événement, nous nous adressons aujourd'hui à Taisho comme ultime recours pour rétablir une situation vivable, prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser ces comportements répréhensibles, et redonner aux salariés la foi en l'avenir de notre entreprise et la solidité de notre marque. Compte tenu de l'ensemble des alertes dont elle a été destinataire, le fait que la direction à Genèse prétende ne pas détenir d'éléments pouvant relier le suicide de Frédéric Robleau à son travail démontre un déni de la situation, une stratégie de défense qui n'ira pas loin devant les tribunaux. Que la direction communique sur une prétendue exploitation politique de la mort de notre camarade illustre une fois de plus sa gestion calamiteuse du dialogue social de l'entreprise. Nous consacrerons nos énergies pour obtenir justice pour Frédéric Robleau et protection pour les élus restants. Il faut stopper les agissements de cette direction car, à aujourd'hui, rien ne peut encore nous assurer qu'il n'y aura pas, dans un avenir proche, un second Frédéric Robleau. Des sanctions disciplinaires, à savoir un avertissement et 3 jours de mise à pied. Un avertissement par salarié. Il y a eu 2 avertissements. Nicolas a reçu un avertissement, Frédéric Robleau a reçu un avertissement et j'ai reçu une mise à pied de 3 jours. Frédéric Robleau a été l'objet d'un avertissement. Oui. Moi, c'était le comportement, un comportement censé être intolérable en réunion, sachant que les comptes rendus sont validés par cette même réunion sur la réunion d'après, et qui sont envoyés à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc ça, chacun pouvait vérifier qu'à aucun moment il y a eu de comportement intolérable, comme le soulignait la direction. Au même titre qu'il y a des bandes, puisque en fin de compte on a un prestataire qui est Ubiquus, qui enregistre en fait les réunions, et on pouvait faire le même constat dessus. Pour autant, ils ont été à la sanction. Par rapport à la sanction de Frédéric Robleau, il aurait prétendument poussé une salariée, mis un coup d'épaule à une salariée dans un escalier, chose qui n'a été corroborée par aucun témoignage, aucune vidéo. Même chose qu'il a bien entendu indiqué que c'était complètement faux, que c'était de la calomnie. Et pour autant, sur le même principe comme un rouleau compresseur, il prendra une sanction.
Et Quant ensuite, à moi, c'était suite à une dispute avec un salarié qui, bizarrement, est le compagnon de la salariée qui s'est plainte d'un coup d'épaule contre Frédéric Roblot. Si je peux me permettre. On est dans une situation là qu'on connaît dans pas mal d'endroits. C'est-à-dire que quand on veut restructurer une entreprise, j'ai entendu l'échéance que disait Damien sur l'échéance à venir du moratoire, on tape sur le syndicat qui pose des questions, qui veut faire respecter le droit du travail, qui veut faire respecter les conditions de travail, qui défend la santé et la sécurité de ses salariés. Des exemples, on en a plein. Si on prend les exemples de la cité gourmande, par exemple, les élections professionnelles, entrave, intimidation des élus CGT. Il faut péter la CGT. Moi, je le dis comme ça. Hafner, fermeture de la boîte qui était déjà envisagée depuis un moment. Je vous passe, vous êtes venu assez souvent sur les 2 piquets de grève qui ont duré un 30 jours et l'autre 42 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a attaqué la CGT, alors peu importe la méthode. Quand la CGT n'y était plus là, voilà, on a pu fermer la boîte. C'était ICO. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu aussi péter la CGT pour délocaliser la production en Pologne, au moment de la COP 21, où on sait très bien que la Pologne fait marcher ses usines avec du charbon. Et ça n'a pas empêché de le faire quand même. Chez Lisi, nos délégués syndicaux, puisqu'ils ils sont dans la bagarre, il s'est fait sanctionner. Et dernièrement, la Savielle, qui est en lutte en ce moment, où on s'est attaqué, pareil, sur les méthodes de ressources, sur la DRH, de plein fouet, sur le délégué syndical. Ça, c'est des stratégies patronales. Donc évidemment, je suis ça, puisqu'ils veulent, voilà, on est sur la fin du moratoire, on ne sait pas où ça va aller, puisque le projet industriel, on ne sait pas où il est. Et bien, il faut s'attaquer aux emmerdeurs. Je le dis comme ça. Voilà, il faut s'attaquer aux représentants syndicaux qui défendent l'outil de travail et les salariés. C'est une stratégie qui est mise en place. Mais ça, on la connaît, la stratégie, elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'en l'espace de 2 mois, on a tous les 3 été sanctionnés et que avant ça, nous n'avions jamais eu de problème disciplinaire. alors récemment, alors pas de la même manière, mais récemment, quand on vous faisait état tout à l'heure, notamment du secrétaire, enfin du nouveau secrétaire, qui fait partie d'une autre organisation syndicale et qui a tenu 15 minutes lors de la dernière réunion extraordinaire, et également le dernier élu démissionnaire qui fait aussi partie d'une autre encore organisation syndicale. Voilà. Ouais. Frédéric Roblot a laissé un écrit. D'accord. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. C'était clair, quoi. Enfin, je veux dire, Il a laissé un écrit qui laisse pas présager au doute. Voilà, ouais. Très franchement, je crois que Nicolas et moi, l'un comme l'autre, on a été abasourdis parce que on n'a rien vu venir. Et je pense que dans ce genre de situation, c'est quelque chose que les proches ressentent, le fait de ne rien voir venir. Sachant que moi, ça fait plus de 10 ans que j'étais en binôme avec Frédéric. On se côtoyait 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, parce que comme vous savez aujourd'hui, avec les moyens dématérialisés, notamment le téléphone, le lien est toujours effectif. On a noté 2 dégradations et qui ont donné lieu d'ailleurs à 2 arrêts de travail. Une première fois suite à des propos vexatoires qui avaient été portés par le directeur de l'entreprise à l'encontre de Frédéric lors de la mise en forme de l'ordre du jour, donc qui avait donné lieu à une visite au médecin du travail et après coup à un arrêt de 7 jours. C'était le 18 mars 2020. C'est ça. Ouais. Et la seconde fois, c'était suite aux calomnies qui avaient été portées contre lui, sur lequel derrière il prendra un avertissement. Et, chose à laquelle je peux ajouter, puisque j'étais présent, lors de son entretien préalable à sanction, il indiquera à la DRH de vive voix comme quoi il est en mal-être par rapport à ce qui est en train de se passer et au montage qu'il est en train de subir. Et la réponse de la direction, ça sera un sourire. Donc je vous laisse après. Voilà. La DRH. C'était le 9 juillet. Le G, c'est l'entretien. Oui, c'est le 9 juillet, c'est ça. Ouais. L'entretien préalable, qui a eu lieu le 9 juillet. S'en est suivi le médecin du travail et un arrêt de travail derrière.
qui aurait dû être en accident de travail mais qui a été contesté par l'employeur. Il y avait déjà quelque chose de sous-jacent avant, et pour reprendre vos termes, oui, c'est clairement une accélération. On note depuis un an une accélération par rapport aux pressions qui peuvent être exercées, et surtout en même temps que l'interrogation qu'on a du fait d'attendre depuis plus d'1 an et demi un projet industriel de la part de Taisho. Ce qui est quand même assez inquiétant lorsque la dernière réunion qu'on a eue en comité central, lorsqu'on pose la question au PDG de savoir quelle en est de cette présentation de projet industriel et que personne n'est en capacité de nous répondre, même au plus haut niveau de l'entreprise. Déjà, ce qui s'est passé lors de la réunion CSE extraordinaire, c'est qu'il y a 84 questions qui auraient dû être posées à l'ordre du jour, et qui n'ont pas été retenues, qui n'ont pas été acceptées, donc, ce qui est une entrave aussi, au passant, au fonctionnement des instances. Et donc forcément, à défaut déjà de pouvoir poser des questions, donc nécessairement d'avoir des réponses, pas de projet industriel derrière, moi, il y a des choses qui commencent qui nous interpellent fortement. Et les investissements qui sont prévus dans l'avenir. À défaut d'avoir de projet, on n'en sait pas beaucoup plus. Et c'est bien cette problématique-là qu'il y a au niveau des salariés, car tout le monde est inquiet sur le fait de ne pas avoir de visibilité. On suppose que mettre 1,6 milliard sur la table il y a 1 an et demi, moi je suis assez étonné pour intervenir dans d'autres entreprises. J'ai jamais vu moi de nouvel actionnaire qui ne sait pas donner de projet industriel. Je sais pas. Sérieusement, on y réfléchit plus que sérieusement. Ah oui. D'accord. Plus que sérieusement. Et oui, je réfléchis. Après, il faut voir la démarche avec les avocats, comment. Nous, on est que des syndicalistes. On n'est pas avocats, on n'est pas juristes. Donc, il faut voir avec les professionnels que nous guident sur la manière dont on ne veut pas se planter. Parce qu'on ne les lâchera pas. On ne les lâchera pas. Donc, on ne veut pas se planter sur la procédure. Voilà. Et qu'on va les rassurer. Quand on s'attaque à un camarade de la CGT ne fait pas de récupération politique. Oui, elle défend ses camarades. Et à l'épaule, elle défend ses camarades. Il va falloir expliquer ce qu'est une récupération politique. Pas ça. Il n'y a aucune compassion dans ce qu'il y a. Rien. Aucun respect à rien. C'est scandaleux. C'est scandaleux que l'une des plus grosses entreprises du département réagisse comme ça, en disant que s'est suicidé chez lui. Il n'y a aucune compassion là. La CGT fait une récupération politique. Ils ont fait de quoi ces gens-là? Quelle humanité il y a derrière? Alors on fait partie de l'industrie pharmaceutique qui fait partie du réseau de la santé. Il n'y a aucune humanité derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux. Alors la première, celle du CE, l'employeur avait reconnu ses torts sur celle-ci, et les deux autres sont toujours en cours. Là, je pense qu'on a le pire exemple qui peut se passer au niveau syndical. Du coup, je me doute bien que nécessairement ça a dû les remuer tous, chacun à leur manière, et que ça n'incite pas forcément à devenir des communicants par rapport à ça, parce que je pense déjà que c'est pas évident par rapport au thème. Et au-delà de ça, de la manière dont ça a été fait, et bon, après je vous inviterai à le relire avec plus consciencieusement tout ce qu'on a indiqué. Enfin, je pense qu'on n'est pas sur un one-shot, sur quelque chose, on est sur une stratégie là, quelque chose qui a été poussé, dont on voit la finalité, et qui ne s'arrête pas. Et la crainte qu'on a par rapport à nos élus à nous, mais aussi par rapport aux salariés, et aussi aux élus des autres organisations syndicales, c'est le fait que on n'ait même pas eu l'impression que ça l'ait bréché ou marqué plus que ça. Enfin, je veux dire, le nouveau secrétaire derrière, alors que c'est quand même bien le secrétaire qui s'est suicidé, qui tient 15 minutes, je pense que là pour le coup, si la direction, d'ailleurs qui n'est pas intervenue lors de la réunion, par rapport à ce qui s'est dit, enfin moi il y a des choses qui m'interpellent. Ouais. J'ai l'impression que c'est en roue libre et qu'est-ce qui fera que ça s'arrête ou pas, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ça incite pas, pour revenir sur votre question, je pense que ça incite pas les autres organisations syndicales à communiquer. Mais je pense quand même que dans les semaines à venir, il y aura peut-être d'autres organisations syndicales qui se rapprocheront de vous. C'est un drame.
Donc ça me tient plus qu'à cœur, c'est un drame. Tous les suicides sont des drames. Quand il s'agit d'un salarié et d'un salarié engagé depuis des années à la CGT, c'est-à-dire qui passe plus les 3/4 de son temps au service des autres, c'est effectivement, ça nous touche tous. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour dire ça suffit, quoi. Ça suffit, ce double langage des directions d'entreprise, et je crois que dans la période, ils en abusent de ce langage, et du gouvernement, qui ont le mot dialogue social à la bouche toutes les 2 phrases, qui louent les mérites des représentants des salariés toutes les 3 phrases, qui nous disent qu'ils ont besoin de nous dans cette situation difficile, et la réalité de ce pseudo-dialogue social. C'est-à-dire que tant qu'on est d'accord avec eux, tout se passe bien, mais dès qu'on commence à poser des questions, et quelle est la mission des élus, si ce n'est de défendre les intérêts des salariés et de vérifier que la marche de l'entreprise, en tout cas les projets de l'entreprise, correspondent à la création d'emplois, aux bonnes conditions de travail. Et donc c'est ce double langage qui est insupportable. Et malheureusement, évidemment j'ai beaucoup de retenue par rapport, parce que ça a été très bien expliqué, il y a une enquête en cours, etc. Mais ça commence à se multiplier, ce genre de... C'est-à-dire qu'on a un management à marche forcée, on nous impose des organisations du travail, on nous impose des restructurations, et puis ceux qui ne sont pas contents, ceux qui posent des questions, eh bien, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on s'en débarrasse, d'une façon ou d'une autre. Soit par des licenciements, soit en les poussant à bout. Et donc, oui, ça devient insupportable. Et donc, on est tous très touchés à la CGT par ce drame, parce qu'on dit ça suffit, quoi. Ça suffit de maltraiter, de harceler, de condamner, parce qu'il y a aussi beaucoup de judiciarisation de l'activité syndicale. Hein. Beaucoup de nos camarades sont traités pire que des voyous, alors qu'ils n'ont fait que leur mandat. Et donc c'est un peu... moi, ça m'a pris aux tripes, parce que j'ai dit, on va pas continuer comme ça sans rien faire. Il y a plein d'entreprises. Il n'y a pas que les laboratoires. Non, il n'y a pas que les... Il y a des enjeux de restructuration dans beaucoup d'entreprises. Hein. Et évidemment, peut-être que Manu en dira plus sur les laboratoires, sur l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a des vrais enjeux, pas de santé, hein, financiers, autour des débats sur relocalisation, localisation. Et donc, de ce point de vue-là, ça aiguise les appétits d'un certain nombre de groupes financiers, mais c'est dans toutes les entreprises. Enfin, il y a malheureusement, même si on n'a peut-être pas encore été jusque-là, mais des camarades qui pètent les plombs, comme on dit, qui s'en vont, qui n'en peuvent plus. On en a beaucoup. Et on ne les connaît pas tous. Enfin, en tout cas au niveau de la Confédération, parce que des témoignages comme ça... Et je voulais juste, parce que vous avez évoqué le sujet, enfin, ça a été évoqué le sujet, évidemment, quand on agit ainsi sur ceux qu'on nomme un peu pompeusement des salariés protégés, parce que c'est le terme, ça a un effet dévastateur sur les salariés. Ils disent, si eux, qu'on appelle salariés protégés, ils finissent comme ça, nous, on est mal partis. Et donc là aussi, c'est une stratégie de peur vis-à-vis aussi des salariés, en maltraitant, et en plus que maltraitant, leurs représentants. C'est évidemment un message clair vis-à-vis des salariés, en leur disant, vous avez vu, si vous osez contester ce qu'on fait, ce qui peut arriver. Et ça aussi, c'est scandaleux comme méthode de management. Et malheureusement, on a vu des drames. Voilà, quelqu'un me posait la question de France Télécom. C'est une stratégie de management avec beaucoup d'ironie, qui a fait ses preuves, mais qui fait beaucoup de dégâts.
il y a, posé la question par rapport au labo, mais Philippe a raison, 247 entreprises de médicaments en France. C'est ce qui reste à peu près pour 130 000 salariés. Mais je ne pourrais pas vous dire si s'il y a d'autres. C'est comme dans toutes les autres branches. Vous les mettez, voilà, que ce soit la chimie, le caoutchouc et le reste. Ce type d'action, ce type d'agissement de direction, on le retrouve fréquemment. Je vais peut-être répéter ce que vient de dire Philippe, mais ça c'est plus possible, c'est plus acceptable. Et on sait aussi, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Voilà. Des fois, il y a des DRH, on les suit à la trace. Voilà, des directeurs d'usine aussi souvent. Bon, voilà, donc, et ça c'est plus acceptable. Aujourd'hui, là, notre camarade Fred, on est sur une situation qui s'est fortement dégradée il y a 2 ans avec la cession du site, mais qui s'est accentuée 18 mois, 14 mois, quoi. C'est tout un cheminement. Mais Philippe vient de le dire aussi, quoi. Quand une direction... alors là, il n'y a pas moyen d'avoir de visibilité sur un projet industriel à long terme. Taïcho, il reprend la marque UPSA, c'est pas une petite marque, on la connaît, elle est historique, elle est dans le paysage français de longue date. Taïcho, on ne sait pas qui c'est le plus gros labo japonais, mais ça c'est pas très dur au Japon, il ne fait pas beaucoup de médicaments non plus. Donc pas moyen d'avoir visibilité sur son projet industriel. Et avec ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, avec 10 000 suppressions d'emplois dans la branche par an, il y a de quoi s'inquiéter. Et y compris les multimilliardaires, comme Sanofi, virent du monde. Ils font un PSE tous les 2 ans, ils viennent leur annoncer un 2700 alors qu'ils viennent d'en finir un de 2000. Donc voilà, donc les salariés ont toutes les raisons d'être inquiets. Et c'est ce qu'a toujours fait la CGT. Elle n'a pas cessé de poser des questions par rapport... alors il y a les conditions de travail, il y a l'activité, mais aussi par rapport au devenir du site, parce que c'est important pour eux. On le voit dans la région, ce matin on était sur une autre entreprise, c'est 130 salariés, enfin bon, voilà, quand on perd son boulot, et encore plus dans l'industrie pharmaceutique, on est un peu inquiet de ce qu'on va devenir. Donc voilà, c'est ce genre d'agissement. Alors là par contre je peux le ramener au labo, c'est ce que disait Laurent ou Philippe, je ne sais plus, c'est d'autant plus grave quand on est une industrie au service de la santé, quoi. Ce genre de comportement et d'attitude, c'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc là, voilà, il y a toutes ces inquiétudes. Et nos camarades CGT, ils vont continuer de faire leur boulot. Il faut absolument, on a interpellé la préfète déjà, on a interpellé l'inspection du travail, il faut absolument que l'administration se bouge pour protéger les élus qui restent. Puisqu'on a bien compris que il y a Fred, il y a déjà 2 autres qui ont démissionné, et après on continue comme ça combien de temps? Non, ça c'est pas possible. Et cette stratégie aussi, de casser l'élu qui la ramène, c'est aussi faire taire l'ensemble des salariés. Bon, aujourd'hui, les autres organisations syndicales s'expriment pas, ils ont peut-être un peu peur, beaucoup peur d'ailleurs. Voilà. Alors, quand on s'en prend à des élus et mandatés de cette façon-là, qu'il arrive ce genre de choses, ce genre d'actes, ne serait-ce que déjà les sanctions. On imagine bien que les salariés, ça se fait tout petit dans son coin, je ne les ramène plus, quoi. Peut-être aussi ça. Moi, il faudra que la direction nous explique à un moment ou à un autre comment on peut mettre un avertissement officiel, un avertissement à un élu sur son comportement pendant une réunion de CSE. Quand on est dans le cadre de nos mandats d'élus, il n'y a pas de lien de subordination. Vous imaginez ça? Quand même, franchement. Bon, voilà. Laurent, le secrétaire de l'UD, l'a dit, on va se mettre en tas avec nos avocats, on va voir sous quel... On laissera pas, la CGT ne laissera pas ça sans rien faire. Ce qu'on veut, c'est la vérité, savoir ce qui s'est passé, et le pourquoi du comment. Donc on mettra en place toutes les procédures qu'il faut, on va se concerter avec nos services juridiques, les avocats qui vont bien pour faire les choses, et puis on fera, ça c'est sûr, on fera. On ne restera pas sans rien faire. Et on va aller le faire, je ne peux pas parler, si je peux aussi, il va falloir qu'on le fasse de partout. Il y a un mois, il y a une salariée qui s'est défenestrée au siège de Sanofi. Voilà, ils en sont à 3 suicides en 12 mois. Et oui, quand vous voyez les ambiances qu'il y a dans ces entreprises, avec des PSE en permanence, des projets en permanence, bon, voilà, c'est des situations qui sont plus possibles. Plus possibles. Et d'autant plus que dans la période, franchement, depuis le mois de mars,
le climat ambiant il est assez anxiogène. Je pense que, et en plus, quand on est une industrie de santé, on pourrait essayer de calmer les choses et d'avancer, quoi. Enfin, bon, et de répondre. Oui, on nous vend le dialogue social à toutes les sauces, mais bon, il y a la négociation collective, c'est mieux, puis qu'on répond, quoi. Là, quand on met des questions économiques au CSE, voilà, avec une direction refus catégoriquement de répondre, où on n'a pas, où on ne fait pas, c'est pas normal, c'est pas acceptable de laisser les salariés comme ça, dans cette anxiété, dans cette inquiétude quant à leur avenir. Économiquement, ça m'étonnerait que ça aille mal. Hein. S'il y a bien une entreprise, une branche professionnelle qui vit mieux que les autres la crise, c'est justement celle du médicament. Tous les chiffres sont au beau fixe. Alors, ils le sont depuis des années, mais là, ça c'est encore plus accéléré. Ouais, ils sont surtout choqués. Vous savez, quand c'est un représentant du personnel, sachant surtout Frédéric Robleau, avec l'ancienneté qu'il avait, le parcours qu'il a eu, parce qu'il a quand même été secrétaire des principales instances, ben, ça choque et puis ça fait peur. Parce que déjà les gens, par manque de visibilité du projet, le fait d'élus qui se suicident, d'autres qui sont démissionnaires pour du mal-être, un secrétaire qui tient 15 minutes, nécessairement ça renvoie de la peur. Ça renvoie une stratégie d'entreprise qui fait peur. Pas à notre connaissance, non. Non. Moi je pense qu'il avait beaucoup de projets personnels. Il voyageait avec sa femme, etc. parce qu'il partageait beaucoup de choses avec nous. Mais certainement pas. Certainement pas. Et comme je vous dis, moi j'ai passé 6 jours sur 7 avec lui, voire 7 jours sur 7, sur les dernières années. Certainement pas des comportements ou autres idées noires. Non, rien de tout ça. C'est quelqu'un qu'on a cassé. Ah mais il n'avait pas de souci de ce côté-là. Le souci c'est ceux qu'on lui a créés. Lui il en a jamais eu. D'ailleurs l'ensemble de ses évaluations on pourrait le démontrer. Hein. Il n'a jamais eu aucun problème, ni de comportement ou autre, jamais. D'ailleurs au même titre que je n'en ai pas plus eu, au même titre que Damien n'en a pas plus eu. Et pour autant, on a une direction qui a été un peu sur le prisme de la violence, d'aller indiquer que de vouloir faire passer la CGT pour des petits diables. Et puis je voudrais dire aussi que c'est quelqu'un qui avait une très bonne réputation, qui était apprécié des salariés, c'était quelqu'un qui était fondamentalement gentil. Et il avait cette réputation-là, et je pense qu'il savait avoir cette réputation-là, et que c'était quelque chose qu'il avait mis du temps à se construire. Il avait réussi à avoir cette reconnaissance-là des salariés. Et le fait qu'on puisse lui coller une étiquette de personne qui bouscule une femme, je pense que ça, même si au début on a peut-être sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur lui, mais ça a eu certainement un effet important. Ouais. Il y a eu pas de témoins lorsqu'il y a eu cette bousculade? Non, pas de témoins. Non. Aucun témoin, c'est Non. la parole de... Exactement. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Vous savez, quand vous voulez briser quelqu'un qui a des valeurs, bah, vous attaquez à ses valeurs. C'est aussi simple que ça. Non, historiquement, lorsqu'il y a eu ce pseudo coup d'épaule à la calomnie qui s'est associé, qui était avec, même en demandant de plus anciens, donc avant même qu'on arrive, moi ça fait plus de 10 ans que j'officie ici, de mémoire de syndicalistes qui étaient donc des anciens aussi de chez nous, ils n'ont jamais vu ça. Ce qui s'est passé là, ces derniers mois, ça ne s'est jamais produit. Vous avez vu ça? Jamais. Je serais bien capable. C'est lui qui embauche ses cadres, hein, quand même. Ils sont tous nouveaux. Bon, pas... Moi, je ne peux pas dire ça. On ne peut pas l'affirmer si catégoriquement, quoi. Il y a une enquête. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très bien qualifiées, qui seront apporter des réponses. Mais je pense que de toute façon, il ne faut pas le personnifier. C'est pour ça qu'on dit la direction. Ils sont responsables à tous les niveaux.
Oui, bien sûr. Ça va tout Enfin, le monde. souvent, c'est la DRH Voilà. qui le Il y a premier une enquête qui enquêteur, déterminera les responsabilités des uns et des autres, mais pour nous, c'est l'entreprise, sa direction. Bon, c'est très bien dans les Vous vous rendez compte entreprises. Il y a la réunion de CSE qui suit les obsèques et autres. C'est le président de séance qui est le patron de la boîte, quoi. Il n'a même pas un mot. Ouais, ça, C'est quand même. C'est un élu. Enfin, bon, C'était le ça arrive secrétaire. là aussi. Et là, on est dans l'instance. Là, en plus, on renouvelle le secrétaire, puisque le camarade qui s'est suicidé était le secrétaire. Il n'y a pas un mot du président pour rendre hommage ou faire une minute de silence, quoi. Si, il y a eu une minute de Ah, il y silence. a eu une minute, mais il ne dit pas un mot. Non, le souci qu'il y a eu, c'est qu'il y a bien une minute de silence. Et le problème, c'est les mots qui vont avec. C'est-à-dire que vous faites une minute de silence et après, et d'ailleurs c'est indiqué dans le PV, hein, donc j'invente rien, le président voudra absolument dire il faut absolument consigner cette minute de silence afin que les salariés voient qu'il y a eu une minute de silence. Bon. Je trouve que c'est particulier. Oui, Exactement. c'est arrivé, oui. Ça fait partie des alertes. La quinzaine d'alertes là, c'est arrivé. Il était sollicité en dehors de son temps de travail, sur des choses qu'il n'est pas censé faire puisqu'il n'est pas censé être sur son temps de travail. Sollicité par la direction. Oui. Oui. 3 procédures, 40 délits d'entrave. 40 délits d'entrave sur une année. Bon, Sur, oui. 2 années. On ça va aller dit sur des choses, plusieurs mais- procédures. 2 ans. Mais je pense qu'on a plus de 40 délits d'entrave. Si on prend, là, on les compte pas un par un, mais je pense qu'on a Consigné. 40 thèmes d'entrave, on va Voilà. dire. Voilà. 40. 40 thèmes d'entrave. Oui. Un thème d'entrave est illustré par plusieurs entraves, en Peuvent fait. être regroupés. Voilà. Sachant qu'il y a souvent des répétitions dans le principe, c'est pas un thème plus pour une entrave. Ça peut être un thème pour 2, 3, 4. Ça, Mais il y a quand même le facteur peur derrière tout ça. Et comment va se canaliser le facteur peur? On est tous incapables de le dire. Ouais. Après, un mouvement social, c'est très difficile à déterminer. Ça ne se décrète pas. Mm. Voilà, ils sont en lien avec les salariés, et puis voilà, je pense que quand ils arriveront à comprendre ce qui s'est passé, enfin, ils ont compris ce qui s'est passé, mais les enjeux qu'il y a derrière, parce que je crois que c'est ça qu'il faut expliquer, les enjeux qu'il y a derrière par rapport à la stratégie posée, et il y aura peut-être un mouvement social à l'intérieur, il y aura peut-être un arrêt de la production, un arrêt de travail, et puis voilà, une révolte qui va. On espère, pour ça, on en revient à la question tout à l'heure, c'est le rôle des organisations syndicales, de toutes. Parce que là, sur un cas comme ça, il n'est pas question de se dire c'est Frédéric Crogot de la CGT, c'est toutes les organisations syndicales à la boîte qui ont leur responsabilité, justement, pour travailler à la construction du mouvement social. Là, il ne faut pas s'échapper. Là. Moi, je vous le dis, il ne faut pas s'échapper. C'est pas l'affaire des autres. Quand je dis des autres, c'est pas uniquement l'affaire de la CGT. Ben déjà, il faudrait les punir quand ils font ça. Il faudrait chercher les responsabilités, les punir. Déjà, quand il y a des dénonciations de délits d'entrave aux IRP, déjà la première chose à faire, c'est que la justice les prenne à bras le corps et sanctionne les entreprises. Je dis que si au départ ils étaient sanctionnés, ils n'en arriveraient peut-être pas là. Ou ce serait beaucoup plus long. J'en sais rien. Là, à un moment donné, on ne peut plus accepter que dans les entreprises, ce soit des zones de non-droit. Parce que ce qui est valable, là, ce qui est eu ça, c'est valable dans beaucoup d'entreprises, que ce soit du public ou du privé. Du public ou du privé. Ça ne peut plus durer, ça. Voilà, ça peut plus. On est dans le cadre du non-respect du droit. Nous, si on se fait choper dehors sans le masque, on va prendre 135 moules. Eh bien ouais, on va les prendre dans les dents. Si on se fait choper sur la route au plus de 80, on va s'en prendre. Eux, ils ne respectent pas le droit en toute impunité. Pourquoi? Parce qu'ils se partagent le gâteau en haut. Parce qu'il y a tous les chiens de garde du capital qui sont autour. Voilà, donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça. Enfin, au-delà, Donc tous sur le même pied d'égalité en termes de droit. Nous, on n'en demande pas plus. Oui. au-delà de ça, vous avez sans doute noté que au niveau des pouvoirs publics et du gouvernement, le droit du travail et le code du travail n'est pas tout à fait traité de la même façon
que des lois sur la sécurité ou je ne sais quelle autre question. Les inspecteurs du travail sont de moins en moins nombreux et on leur demande de plus en plus de choses à faire, et notamment du contrôle, mais sur d'autres questions que... Donc il y a besoin que le droit du travail soit traité en matière de justice comme le reste. Et c'est pas la tendance. On remet en cause les conseillers prud'homaux, les tribunaux de prud'homme, etc. etc. Tout ce qui est lié à la justice, enfin la justice et le droit du travail, les moyens diminuent et les ressources dédiées à traiter cette justice, ils sont de plus en plus faibles. Donc ça aussi, c'est un signe que ces questions-là, on ne va pas embêter ceux qui font tourner l'économie du pays. Donc on s'occupe plus d'autres questions. Et dans l'actualité, vous voyez les questions dont s'occupe le gouvernement en matière de loi, de sécurité et de justice. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc en gros, je ne jette pas la responsabilité à tous ceux qui s'occupent de justice du travail, parce qu'ils se battent tous les jours pour bien faire leur boulot. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet inspecteur du travail qui était à la CGT comme par hasard, qui s'est battu au mois de mars pour qu'une entreprise d'aide à domicile, les salariés puissent avoir leur masque, ce qui paraît pas complètement déconnant pour l'activité de ces salariés et pour un inspecteur du travail. Eh bien, la réponse a été sa mutation à 300 km de chez lui, et en lui disant « vous ne serez plus inspecteur du travail ». Il a fallu la mobilisation de la CGT, mais aussi des salariés de l'entreprise pour qu'il soit remis dans ses droits. Donc ça, c'est des signes aussi. Merci d'être venu. Merci. Votre formation était pas bonne,